Présenter les bases de données relationnelles. Donc les bases de données relationnelles, c'est un autre pan du programme d'info qui n'a rien à voir avec Python, qu'on peut après interfacer éventuellement avec Python, qui est une problématique complètement différente en informatique, que je vais vous illustrer sommairement ici. Alors on va construire ça sur un exemple, qui est un exemple où vous voulez développer par exemple une bibliothèque. Donc si vous devez développer une bibliothèque, vous faites comment ? Vous avez des livres dans votre bibliothèque, et puis vous avez des gens qui vont venir prendre des livres. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il faut que vous ayez comme information ? De quoi vous avez besoin comme information ? Vous avez besoin de connaître par exemple le titre du livre, l'auteur du livre, l'éditeur, l'année de publication, l'ISBN, etc., etc. Et puis vous allez avoir des informations aussi sur les gens qui utilisent votre bibliothèque, comment ils s'appellent, quel âge ils ont, parce qu'il y a peut-être des livres que vous n'allez pas pouvoir laisser à certains publics, leur téléphone éventuellement, s'il faut les joindre, leur mail. Et puis vous allez avoir des informations pour suivre ce qui se passe. Donc par exemple, est-ce que ce livre est présent dans la bibliothèque ou pas ? Et donc après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de garder une trace de ce qui vous est arrivé. Ça peut vous permettre, par exemple, de vous rendre compte que tel livre, il est emprunté très souvent, donc il faut peut-être en acheter un autre exemplaire, ou qu'au contraire, tel livre, il sert à rien, donc c'est peut-être pas la peine de le laisser en tête de gondole. Et donc c'est pas mal d'avoir un historique de ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut faire ça informatiquement ? Alors informatiquement, on peut faire ça bêtement. On fait un fichier texte, et à chaque ligne, on donne des informations. Donc c'est le premier fichier qui est écrit ici, là. Un fichier texte. Alors il y a le titre du livre et il y a l'auteur du livre. Ok. Là, comme ça, on arrive à avoir la liste de tous les livres. Qu'est-ce qui va se passer ? Après, vous allez rajouter, modifier les lignes quand, par exemple, il y a quelqu'un qui va emprunter un livre. Donc du coup, au bout d'un moment, le fichier il va grossir. Donc le fichier il va devenir, par exemple, ça. Donc là, vous voyez, le fichier, il y a toujours la liste du livre. Il y a le nom du bonhomme qui l'a emprunté, sa date de naissance, il l'a emprunté, il l'a rendu. Donc il y a un peu plus d'informations. Donc la limitation, elle va vite se voir. Avec ça, vous allez avoir beaucoup de mal à, par exemple, savoir tout de suite quels sont les livres qui sont encore présents dans la bibliothèque. Ou à savoir très rapidement combien de livres, je ne sais pas, Jean Valjean a emprunté. D'accord ? Donc, autre problème qu'on va avoir, c'est qu'on va vite avoir un risque de corruption des données. Donc, par exemple, il suffit que vous tapiez mal une information à un endroit, et cette information, elle va rester figée. Donc, on va avoir du mal à faire un contrôle des données. Donc là, j'ai donné ça comme exemple. Il y a un bonhomme qui a voulu emprunter tout le temps le même livre. Il l'a emprunté 4 fois d'affilée. À la fin, le bibliothécaire, il en avait marre de taper son nom, donc du coup, il ne tapait plus que son prénom. D'accord ? Ensuite, si vous voulez modifier un petit peu quelque chose, il faut modifier tout le fichier. Donc là, ça devient très très vite, ça prend très très vite des proportions en termes de place et de temps d'accès. Donc par exemple, imaginez que vous ayez un énorme fichier qui fait plusieurs gigaoctets de données. Si vous voulez aller accéder à une information particulière et la modifier, vous allez devoir faire une lecture du fichier. Une lecture du fichier, ça se fait en informatique ça se fait forcément de façon séquentielle. Comme vous avez appris avec Python, on lisait les fichiers ligne à ligne, on descendait, et au moment où on avait l'information qui nous intéressait, on s'arrêtait. Vous ne pouvez pas aller lire un fichier en allant directement au milieu. Vous partez forcément du début, puis vous avancez. Donc s'il faut que vous fassiez 50 fois la lecture, vous allez recommencer 50 fois du début, ça va être très très long. Alors après, il y a tout un tas d'autres problèmes. Il y a un problème qui est assez important, c'est un problème de sécurité. Donc vous avez un fichier, ce fichier tout seul contient toutes vos informations. D'accord ? Si ce fichier est modifié, vous perdez d'un coup toutes vos informations. Donc ça, c'est un problème assez important, parce que la personne qui va taper les informations, alors elle est peut-être bienveillante, c'est pas de problème, ou alors elle peut peut-être faire une erreur. Et en fait, il faut trouver un moyen de protéger vos données
pour éviter que la personne supprime par erreur un fichier. Je pense que ça vous est déjà peut-être tous arrivé de prendre un fichier et sans faire exprès de le supprimer, de le mettre à la poubelle. Exemple très récent, ça m'est arrivé quand une fois je vous ai fait une vidéo de cours, là, du dernier cours d'info, et ben j'ai pas cliqué au bon endroit, et au lieu de cliquer sur enregistrer, j'ai cliqué sur supprimer, et ça m'a craché la vidéo, et c'était fini. D'accord ? Donc pour un ensemble de données, il faut qu'on arrive à sécuriser ça, et en fait on va essayer de trouver un moyen de séparer les données de la personne qui les alimente, et de donner des droits différents à la personne qui les alimente. Donc ça, c'est une des problématiques qu'on va essayer de résoudre avec les bases de données. Alors, première chose qu'on peut faire, au lieu de faire un grand fichier comme ça, on va remplacer le tableau par des tables. Donc, qu'est-ce que c'est des tables ? C'est on prend le tableau et on le découpe en petits tableaux, chaque petit tableau ayant une fonction particulière. Exemple, un petit tableau qui contient des listes de livres. Un petit tableau ici qui contient des listes d'emprunteurs avec leurs informations. On va améliorer encore ça en essayant d'éviter les redondances. Donc par exemple, si vous avez un auteur qui a écrit plusieurs livres, il faut taper plein de fois son nom. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redécouper cette table-là en plusieurs sous-tables. Une table avec les auteurs, nom, prénom, et une table avec des livres. Et cette table avec des livres va contenir comme information, ici, un numéro. Ce numéro, on va le faire correspondre à cette table-là. Donc, par exemple, dans la table avec des livres, vous voyez que l'auteur numéro 3, d'ailleurs c'est pas bon, c'est pas lui qui a écrit ça, c'est pas grave, on va dire que c'est le 2, hein, ça sera mieux. Hop. L'auteur numéro 2, c'est qui ? C'est lui. Il a écrit un livre que je vous invite à lire, qui se lit très bien, qui s'appelle La Relativité. D'accord ? Après, il y a d'autres livres qui se lisent très bien dans la table, ça je vous laisserai le soin de les lire si vous avez envie ou pas. Donc on va essayer de découper en des petites tables les plus petites possibles, et on va essayer de faire communiquer les tables entre elles par l'intermédiaire ici de l'auteur et ici d'un truc qui s'appelle ID qui va être l'identifiant. Pareil, après, là ici vous avez un exemple avec la table des emprunteurs. Donc l'identifiant c'est le numéro de l'emprunteur, nom, prénom, date de naissance, et puis après on peut faire une table sur les emprunts. Donc par exemple, la table sur les emprunts, qui a emprunté quoi ? Donc qui, c'est le 2, c'est lui, c'est comme ça qu'on le comprend. Quoi ? Il a emprunté 4, 4 c'est ce livre-là, tac, qui a été écrit par qui a été écrit par 5, 5 c'est lui. D'accord ? Si votre ensemble de tables est bien construit, vous allez pouvoir l'interroger, et en l'interrogeant, vous allez pouvoir obtenir des informations sur telle personne a fait telle chose à tel moment. Alors l'avantage de l'identifiant, c'est que ça va vous permettre, par exemple, ici, de séparer des homonymes. Donc ça, c'est un truc qui est assez important. Si vous avez un nom qui est porté par pas mal de gens dans la population, vous avez une probabilité assez élevée d'avoir un homonyme dans la ville de Lyon. D'accord ? Donc du coup, si vous mettez juste nom, prénom, vous distinguez pas des homonymes. Un identifiant très célèbre, très utilisé, c'est votre numéro de sécurité sociale, qui est un nombre unique qui vous permet de vous caractériser de façon sûre. Un autre identifiant très célèbre pour la plupart des gens, c'est leur numéro d'identifiant pour le service des impôts. Donc ça, c'est un code à 13 chiffres qui est unique aussi. Une fois qu'on a construit ce schéma-là, donc ce schéma-là, c'est construire le schéma de la base de données, on va pouvoir modifier des informations. Donc par exemple, on va pouvoir enrichir un peu les choses. Donc imaginez que à partir des livres, je veux rajouter une autre information qui est, je veux distinguer les livres de sciences, de théâtre, etc. Ça va être assez facile à faire. Je vais juste pouvoir rajouter une autre table que j'appelle genre, et je vais rajouter à l'info sur les livres le numéro du genre. Donc par exemple, la relativité, c'est genre 3, c'est un livre de sciences. L'étranger, c'est un roman. D'accord ? J'aurais pu mettre la peste, ça aurait été d'actualité, ça. Donc du coup, vous voyez, rajouter une information, ça va se faire assez simplement. Ça va se faire en créant une petite table et en trouvant juste une façon de
mettre cette information dans la table d'avant. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir interroger la base de données. Donc par exemple, on va pouvoir poser des questions à l'ordinateur pour lui dire qui a emprunté tel truc entre telle date et telle date. Ça, c'est l'interrogation. Enfin, je pose une question à la base de données. Ok ? Donc là, je vous ai donné des exemples d'interrogation. La structure qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle le modèle relationnel. En informatique, c'est un modèle où vous avez différentes tables qui sont liées entre elles par des relations. Des relations, c'est des liens. Donc par exemple, les tables, vous pouvez les représenter comme des boîtes, et elles vont être reliées entre elles par différentes relations comme ça. Puis je peux mettre une autre table ici, qui est liée à celle-là, puis peut-être aussi à celle-là, par des liens. D'accord ? Ça, c'est le modèle relationnel. Il y a d'autres modèles informatiques. Il y a le modèle hiérarchique. Donc le modèle hiérarchique, c'est basiquement le fichier que vous remplissez ligne à ligne. C'est le modèle qui est utilisé pour stocker les fichiers sur un ordinateur à partir de la racine. Donc ça, on avait vu ça en tout début d'année. Dans votre disque dur, vous avez un dossier père qui est la racine, et puis sous ce dossier, vous allez créer des sous-dossiers, puis des sous-dossiers, puis des sous-dossiers, et vous allez remplir des fichiers. C'est un modèle hiérarchique qui part du père vers les fils et filles jusqu'en bas. Et puis vous avez des modèles hiérarchiques avec des liens transversaux. Donc ça, c'est par exemple un cas où vous pouvez faire ça, c'est un cas où vous pouvez faire des raccourcis. Vous avez un raccourci sur votre bureau, c'est un lien transversal. Okay ? Donc ça, c'est des modèles qui marchent bien pour stocker des fichiers, mais qui ne marchent pas très bien pour interroger, modifier, poser des questions. C'est un truc assez simple à voir. Quand vous achetez un ordinateur qui est tout neuf, c'est pas trop le bazar. Et puis au bout de quelques années, quand vous cherchez un fichier dans votre ordinateur, vous allez vite vous en rendre compte qu'il y en a de partout. Et si vous transposez ça à des données, s'il y en a de partout, c'est un peu embêtant. Alors, le modèle relationnel, il y a toutes des théories mathématiques là-dessus. La partie théorie mathématique, nous, elle ne va pas tellement nous intéresser. Nous, on va se focaliser sur l'aspect utilisation. Et pour l'aspect utilisation, on va avoir besoin d'un langage. C'est un langage qui est conçu pour interroger le modèle relationnel. Donc c'est le langage qui s'appelle SQL. Alors, pour ça, j'ai besoin de vous donner un tout petit peu de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que c'est le vocabulaire des bases de données ? Déjà, une base de données, c'est quoi ? C'est un ensemble de données, ok, facile, qui sont stockées sur un support informatique et qui sont organisées et structurées. Donc, c'est pas juste un tas de fichiers, c'est quelque chose où vous allez avoir des informations organisées et vous allez pouvoir les consulter et les modifier de façon assez simple. Donc, une base de données, c'est l'ensemble des informations. Pour interroger une base de données, vous allez utiliser un système de gestion de base de données, un SGB. Donc ça, c'est un logiciel, ou un ensemble de logiciels, qui va vous permettre d'aller interroger la base de données, d'aller poser une question et d'obtenir une réponse. Donc par exemple, vous allez pouvoir modifier les données, et vous allez pouvoir, par exemple, rajouter un livre dans votre base. Et si vos données sont classées de façon relationnelle, le système de gestion, c'est un système de gestion de base de données relationnelle. Okay ? C'est la majorité des systèmes de gestion de base de données actuels. Alors vous avez tout un tas de logiciels qui permettent de faire ça. Vous avez des logiciels qui permettent de faire ça graphiquement. Et puis vous avez des logiciels beaucoup plus simples où vous allez faire ça en tapant des lignes de commande. Un petit peu comme avec le terminal. Donc ça va dépendre des logiciels. Ça va dépendre de qui vous fournit le système de gestion des bases de données. Alors, il y a tout un tas de façons de faire. Je vais vous en montrer quelques-unes jusqu'après. Le langage qu'on utilise, c'est le langage qui s'appelle SQL, ça veut dire langage de requête structurée en français. Donc c'est un langage qui a été développé spécifiquement pour travailler sur les bases de données. Donc si vous voulez faire un historique de ce truc-là, c'est devenu un standard dans les années 80, la décennie 80-90. Et chaque année, il est encore amélioré. Le principe de ce langage, c'est que vous allez exécuter une requête. Donc exécuter une requête, c'est que vous allez poser une question. Et cette question va vous retourner une réponse
donc la requête va interroger la base de données et l'ordinateur va vous retourner une réponse. Donc ça, on va les construire. Le but du cours, c'est que vous soyez capable à la fin, à partir d'une base de données qui est déjà fournie, de poser des questions et de pouvoir récupérer les réponses. Alors, il y a plein de logiciels qui permettent de faire ça. Il y a tout un tas de logiciels qui sont des logiciels dits propriétaires. Donc, exemple de logiciel propriétaire, celui-là, qui est développé par Microsoft. D'accord ? Donc ça, c'est des logiciels qui vont être utilisés, qui vont être vendus et maintenus par une entreprise privée. Et puis, vous avez des logiciels qui sont des logiciels libres. Donc là, il y a ceux-là. Donc ces logiciels, ils sont maintenus et développés par la communauté des gens, suivant les règles du logiciel libre. Nous, on va utiliser celui-là, SQLite. Chaque logiciel, il a ses petites spécificités. Il y en a qui ont des commandes particulières. Le cœur, c'est quand même les requêtes de base, qui est commune à tous les logiciels type SQL. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser SQLite, nous, comme langage? Alors SQLite, c'est un langage un tout petit peu plus léger que le SQL complet. L'avantage, c'est que c'est facile, qu'on peut faire le lien avec Python. Donc ça, c'est assez important quand vous voulez commencer à construire des projets assez importants où vous avez besoin d'avoir pas mal de données et en plus, vous voulez par exemple faire des tracés de courbes ou des choses comme ça, il faut que vous ayez une interface entre la base de données et un programme usuel de tracé, donc typiquement ce que vous pouvez faire avec Python. Et ça reste relativement puissant. Okay, c'est la base de données qui est utilisée pour Android et iOS, donc ça c'est dans vos téléphones, il y a ça. Donc je vous avais demandé d'installer ce truc-là. Donc j'espère qu'il y en a qui ont réussi à le faire. Et si vous n'arrivez pas à le faire, il faut me le dire, parce que c'est là-dessus que vous allez travailler. Donc là, moi, je vais vous présenter le cours, je vais vous montrer des exemples. Et après, SQL, c'est comme Python, le plus simple pour l'apprendre, c'est de le pratiquer. Donc le but de le pratiquer, ça va être que vous tapiez vous-même des requêtes chez vous au fur et à mesure. Les taper, ça va vous faire des erreurs et vous allez apprendre en corrigeant vos erreurs. Alors on va juste fixer quelques... Donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble le truc. Hop. Tac. Tac. C'est ça? Non, c'est pas ça. Il n'a pas compris. Ah, je sais pas si je peux le partager. Ah mince, j'ai fait bugger le truc, attendez. Je reviens. Je recommence. Tac. Alexis, il fallait juste récupérer le poly que je projetais mais que je projette plus parce que ça a planté. Alors attendez, je vais être obligé de faire une... Je vais être obligé de sortir et de revenir. Je reviens dans 10 secondes parce que mon ordi il a fait un truc qui marche pas. Allez, on va réessayer moins crispé. Hop. Alors du coup, Alexis, je disais, ce qu'il faut télécharger, c'est... vous allez sur sqliteonline.com et vous allez voir, il y a un programme qui s'appelle SQLite Browser que vous allez pouvoir installer en local chez vous. Ok. Ça, je l'avais mis dans un mail. Si vous ne retrouvez pas le mail, vous me redemandez un peu plus tard. Et donc, du coup, je voulais vous partager le logiciel, mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas... Ah, c'est peut-être celui-là. Peut-être parce qu'il a juste pas mis. Voilà, tac. Donc, ça se présente comme ça. Donc ça, normalement, ceux qui l'ont téléchargé, au départ, il n'y a rien. Et on peut ouvrir une base de données. Donc on va aller chercher une base de données, par exemple, je sais pas, celle-là. Et du coup, vous avez plusieurs informations. Donc là, c'est les informations sur... vous voyez, c'est la base de données, la première, là, celle que j'ai commencé à construire. Il y a des auteurs, des emprunteurs, des emprunts, des genres, des livres. Et vous pouvez parcourir des données. Donc vous pouvez vous déplacer comme ça d'une table à une autre.
comme ça. Et vous pouvez modifier la base de données en rajoutant des informations. Donc par exemple, là je vais rajouter un genre. Qu'est-ce que je peux? Roman, théâtre, sciences, essai, je sais pas, on va faire le genre géopolitique. Ah tiens, santé. Voilà, j'ai créé un genre qui s'appelle le genre santé. Et puis on peut créer un livre. Par exemple, là on va créer un livre. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on peut créer comme livre. La physique pour les nuls. L'auteur, je ne sais pas encore qui c'est. La taille, ça doit être un gros livre, hein, c'est un gros livre ça. Et le genre, c'est un genre science. Alors je ne sais plus quel numéro c'était, le genre science. 3. Donc vous voyez, là je suis en train de remplir la table. Donc j'ai besoin de préciser l'auteur, qui a écrit ce livre-là. Bon, il y a de chances que ce soit Albert Einstein. Hop, comme ça. Là je suis en train d'alimenter la base de données. Ok? Alors Younes, le langage c'est SQLite. Là je suis pas encore en train d'interroger la base de données, je suis en train de l'alimenter. Et vous voyez, je le fais à partir d'une interface graphique. Donc directement à partir d'une interface graphique. Alors, le programme, vous, il se limite essentiellement à interroger des bases de données. Donc vous n'allez pas apprendre en particulier toute la partie qui est la partie j'ai le droit d'alimenter une base de données, quel est l'utilisateur qui a le droit de le faire, quel est celui qui n'a pas le droit de le faire. Toute la partie sécurité, ça, vous n'allez pas le faire. Vous allez juste poser des questions, en fait. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'opération que j'ai fait, moi, d'alimenter une base de données, bah, par exemple, si vous transposez ça à des données qui sont des données critiques, dans une entreprise, il n'y a que certaines personnes qui vont avoir le droit d'alimenter la base de données des employés, par exemple, ou de la consulter. Par exemple, il n'y a que le médecin qui a le droit de consulter la base de données qui va donner la liste des gens potentiellement à risque dans tel ou tel métier. Parce que c'est des informations qui sont des informations qui doivent être délivrées qu'à certaines personnes. Et donc on va pouvoir rajouter une couche de sécurisation. Quand quelqu'un se connecte à une base de données, il va s'y connecter avec un certain nombre de droits. Et ces droits vont lui permettre de faire des choses ou pas. Et s'il n'a pas le droit, bah, le message, ça sera « tu n'avais pas le droit de faire ça ». Donc ça, c'est la partie j'alimente la base de données quand j'ai le droit de le faire. Tac. Alors du coup, on va remettre le poly. Ça. Non, c'est pas ça, ça c'est le dossier. Hop. Hop. Voilà. Alors pour un langage, comme tout langage, il a des règles. Première règle de langage, qui est une règle différente de Python, qui est assez importante. Le langage SQL n'est pas sensible à la casse. Ça veut dire qu'il ne distingue pas les minuscules, les majuscules. Donc vous pouvez taper en minuscule, majuscule comme vous voulez. À la fin, ce sera la même chose. Il y a quand même un usage, quand vous tapez des requêtes, c'est de distinguer les mots-clés des requêtes du reste de ce que vous allez taper. Et donc ces mots-clés, vous allez les taper en majuscule. Ça c'est l'usage, mais ce n'est pas obligatoire. Alors par contre, ça c'est vrai que pour les commandes que vous allez taper. C'est pas vrai pour les chaînes de caractères. Donc là je vous donne un exemple. Quand je tape ça, auteur égale Einstein ou auteur égale Einstein, c'est pas la même chose, a priori. Et par contre, si je tape ça, je vais mettre juste en dessous. Magnifique, là j'ai écrit auteur. Hein. Vous voyez, là j'ai écrit auteur avec un A minuscule, bah ça va faire la même chose que auteur avec un A majuscule. Alors après, il y a d'autres petites règles. Donc les noms des tables que vous allez définir, vous allez éviter de mettre des espaces ou des choses comme ça. D'accord? Donc vous n'allez pas écrire, par exemple, vous n'allez pas écrire les livres. Vous allez écrire les-livres. Underscore livre. Autre petite remarque, une requête SQL, ça se termine quand l'ordinateur sait qu'elle est finie. L'ordinateur sait qu'elle est finie quand il voit un point virgule. Et puis, si vous voulez taper une suite de requêtes et garder une trace, vous allez peut-être vouloir mettre des commentaires. Comme en Python, quand vous mettez des commentaires pour dire là j'ai initialisé un compteur, etc. Le commentaire, c'est tiret-tiret. Donc s'il y a une ligne qui commence par tiret-tiret, elle n'est pas identifiée.
Alexis, ce que j'ai dit, c'est que le langage n'était pas sensible à la casse, donc minuscule, majuscule, pour les commandes. Donc là, vous voyez, là, il n'y a pas de guillemets, donc c'est un peu comme une variable en Python. Sauf que dans une variable en Python, si vous définissez, si en Python vous tapez a égale 2 et a égale 2, en Python, il a créé deux variables. Une variable petit a, une variable grand A. En SQL, il n'y aura qu'une seule variable qui sera a. Et pour les commentaires, non, il n'y a rien en fin de ligne, on saute juste à l'aide. Qu'est-ce qu'il a, mon micro? Il ne marche pas? Non, c'est bon? Qu'est-ce que je lui ai fait à mon micro? Ok. Voilà, donc ça c'est des petites règles. Alors en fait, vous allez vite vous en rendre compte à l'usage parce que en fait, l'avantage de SQL par rapport à Python, c'est que c'est... Oui, non, pour les commentaires, on met rien en fin de ligne. Ouais. On passe à la ligne 2. On saute à la ligne. Ok? Donc l'avantage de SQL, c'est vous allez... En fait, c'est un langage question-réponse. Vous posez une question, l'ordinateur vous retourne une réponse. Et après, vous allez poser une question suivante. Et la question suivante n'a aucun rapport avec la question d'avant. Alors qu'en Python, vous faites une ligne, la ligne d'après peut dépendre de la ligne d'avant. Ce que vous allez faire, vous allez faire des structures de boucle, par exemple. Là, c'est tout bête, c'est une question, une réponse. Je pose une question, je retourne une réponse. Je pose une autre question, je retourne une autre réponse. Donc, quand vous allez apprendre à taper des requêtes, vous allez juste écrire une ligne, entrée, exécuter. Et donc, si vous vous plantez, vous allez le voir tout de suite, en fait. C'est beaucoup plus rapide de voir une erreur de syntaxe en SQL qu'en Python. En Python, des fois, vous exécutez votre code et puis vous vous rendez compte seulement à la fin qu'il y avait une erreur parce que, je sais pas, vous avez mal initialisé quelque chose et les erreurs sont un peu plus lourdes à débugger. Là, c'est juste question-réponse. Alors, pour ça, on a besoin d'un petit peu de vocabulaire. Voilà, c'est un petit peu lourd, mais vous allez voir, c'est assez facile. Donc, c'est le vocabulaire qui va vous permettre, quand vous allez lire des textes, de comprendre de quoi on parle. Alors, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Alors, ça commence par l'entité. Donc, l'entité, c'est l'objet à propos duquel on veut conserver une information. Par exemple, le livre, la personne. L'attribut. L'attribut, c'est une façon d'identifier l'entité. Donc, ça va être un numéro, ça va être un nom, un numéro de sécurité sociale. Et le domaine, c'est l'ensemble des valeurs possibles pour un attribut. Donc, par exemple, pour les numéros de sécurité sociale, c'est des numéros à 15 chiffres. Ça va être toutes les combinaisons possibles qui commencent soit par 1, soit par 2. Ça va vous donner un domaine. D'accord ? Après, une notion clé, c'est la notion de table ou de relation. Alors, la table ou la relation, en fait, c'est juste un tableau dans lequel vous allez avoir n attributs associés aux colonnes. Donc là, numéro de sécu, nom, prénom. Ça, ce sont les 3 attributs. Et à chaque colonne, je vais pouvoir rentrer des informations. D'accord ? Alors, le schéma de la relation, ça, c'est une façon de représenter la table sans la dessiner de façon comme dans un tableau. Donc, ça se représente en ligne avec le nom de la table, entre parenthèses, le nom de l'attribut, et éventuellement, s'il y a besoin, alors là, 2 points son type. Donc, personne, c'est la table personne, qui contient le numéro de sécurité sociale qui est un entier, virgule qui contient le nom qui est une chaîne de caractères, virgule qui contient le prénom qui est une chaîne de caractères, je ferme la parenthèse. Ça va vous permettre de faire une représentation compacte de votre tableau. Alors, l'occurrence, ou le tuple, ou le n-uplet, ça c'est des mots super compliqués. En fait, ces mots super compliqués, c'est juste une ligne de votre tableau. D'accord ? Donc l'occurrence, là, la deuxième ligne, c'est une occurrence. Exemple à voir. La cardinalité, c'est le nombre d'occurrences d'une relation, c'est le nombre de lignes de votre tableau. Et les associations, c'est les liens que vous allez avoir entre les entités. Donc exemple, vous avez, dans une entreprise, vous avez des produits et des clients. Il y a un lien entre les deux, c'est les clients qui commandent des produits. Ce n'est pas les produits qui commandent des clients. Donc vous allez avoir des associations qui peuvent être symétriques et d'autres qui peuvent être dissymétriques. Donc l'association les clients commandent un produit, c'est une association qui est dissymétrique. Elle ne va que dans un sens. Elle ne va pas dans l'autre sens. Et quand vous allez construire les tables, vous allez les construire de façon à ce que ce soit toujours les clients qui commandent les produits
et pas les produits qui commandent les clients. Si on vit dans un monde normal où ce sont les clients qui sont maîtres de leur choix. Le schéma relationnel, c'est l'ensemble des schémas de relations que vous allez avoir. Et la base de données relationnelle, c'est l'ensemble des occurrences des différentes relations du schéma relationnel. Donc c'est toutes les lignes de toutes les relations. Donc par exemple, vous allez avoir une relation client avec des trucs dedans, une relation produit avec des trucs dedans, une relation stock, parce que c'est bien d'avoir des produits, mais c'est mieux d'avoir des stocks. Et vous allez avoir un lien entre les clients et les produits, un lien entre les produits et les stocks, une relation prix peut-être. Vous allez avoir un lien entre les clients et les prix. Et vous allez construire comme ça tout un tas de schémas qui vont être reliés ensemble par des traits. Ça s'appelle le schéma relationnel. Alors il y avait une petite remarque là, pourquoi je l'ai marqué ça déjà, je ne m'en rappelle plus. Tac. Oui, alors ça c'est les histoires de tribus, donc ça c'est pas hyper important. Alors du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir créer une table. Donc créer une table, créer une relation, ça se fait avec un mot-clé qui est create table, que vous pouvez faire directement dans en ligne de commande. Alors comment on fait ça en ligne de commande? Et bien on utilise le logiciel qui va bien. Hop, on va remettre ici. On va aller, donc là vous avez le logiciel qui s'affiche, et on va aller sur exécuter le SQL. Non, c'est pas ça. C'est où? C'est là. Tac. Et là on va taper ici notre commande. Donc par exemple, je vais créer, alors on va essayer de reprendre l'exemple qui était proposé. Je vais créer une table, je ne vais pas la prendre en pointeur parce qu'elle existe déjà. Je vais l'appeler essai. On va l'appeler stock. Donc l'identifiant c'est un entier. Pourquoi ça marche pas? Pas longtemps là. Et puis on va donner un certain nombre d'attributs à cette table, par exemple le nombre, qui est aussi un entier. Et là il n'est pas content parce que j'ai mis des 2 points. Ouais, j'ai mis des trucs en dessous. Donc qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai cliqué sur exécuter la requête. Et il m'a dit la requête a été exécutée avec succès. Et là, normalement, si je reviens dans ma structure de base de données, je vais voir apparaître une table qui s'appelle stock, qui est là. Et si je fais parcourir les données, dans la table stock, bah pour le moment, il n'y a rien parce que je n'ai pas rajouté de données dedans. D'accord? Et vous voyez que là, j'ai créé la table directement en ligne de commande. J'ai tapé la commande qui me crée la table. Je peux aussi le faire directement ici, en cliquant sur créer une table. Donc là, si je crée une table que j'appelle stock bis, vous voyez qu'en fait en bas il est en train de m'exécuter au fur et à mesure la commande que tout à l'heure j'avais tapé directement. Donc je vais rajouter dans la table un stock que je vais appeler nombre restant, qui est un entier, et on va faire OK. Voilà, il m'a créé une table qui s'appelle stock bis. Donc vous avez toujours cette possibilité, soit de taper une commande directement, soit avec un logiciel graphique, dans lequel vous pouvez cliquer avec votre souris, de le faire directement à la main. Alors à quoi ça sert ça? Alors on va revenir au texte. Non, c'est pas ça, pardon, je me suis planté. C'était le texte que je voulais. Hop, voilà. Donc dans la table, vous allez mettre des informations. Les informations, c'est quel est le type de variable. Donc est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est du texte? Alors dans SQL, il n'y a pas énormément de types. Alors j'en ai listé quelques-uns là. Donc il y a le type nul. Bon, le type nul, c'est du rien. Alors attention, ça ne veut pas dire 0, ça veut dire rien. Il y a le type entier, il y a le type réel, il y a le type texte.
et il y a un type qui est rigolo qui s'appelle le type blob. Et après, une fois que vous avez créé votre table, vous allez l'alimenter. Donc vous allez l'alimenter avec le mot-clé insert into. D'accord? Alors c'est pareil, on peut le faire soit en ligne de commande, soit on peut le faire graphiquement. Alors on va le faire une fois en ligne de commande et une fois graphiquement. Hop. Donc par exemple, là, si je veux alimenter la table, je vais aller dans parcourir les données stock, et puis je vais rajouter un nouvel enregistrement, identifiant 1, nombre 14, et un deuxième, identifiant 2, etc., etc. Donc là, j'ai commencé à alimenter la table. Alors, qu'est-ce qui se passe là si je réappuie ici? Vous voyez, là, j'ai appuyé sur lecture. Il n'était pas content. Il m'a dit, OK, la table, elle existe déjà. Donc ça, c'est l'histoire de, je pose une question, j'exécute une requête, j'ai un retour. Donc, c'est pas la peine de la refaire. Donc là, je peux effacer cette requête-là et recommencer avec un insert into. Alors, donc on va insérer dans la table stock, et puis on va insérer, alors qu'est-ce qu'il y avait dans la table stock? On va insérer 1, 2, ça va marcher ça? Il n'est pas content. Qu'est-ce que j'ai fait? Insert into stock, il faut que je mette qui est quoi? Et nombre égale 12, ça va mieux marcher ça. Pourquoi il n'est pas content? Il n'est pas content avec mon insert into. Et alors pourquoi il n'est pas content, je sais rien. Bon là il y a un petit bug, bon c'est pas grave. Voilà. Donc là vous pouvez alimenter votre table. Je sais pas pourquoi elle marche pas là, la mienne. Faudra que je réessaye. Il y a syntaxe. Si je fais juste ça, il n'est pas content. Je fais juste un test. Ah, ça lui plaît pas. Bon, je vérifierai ça plus tard, c'est pas grave. Donc vous allez pouvoir alimenter votre table comme ça au fur et à mesure et la remplir. Non, on ne précise pas la ligne parce que ça va s'ajouter à la fin directement. D'accord? Donc vous allez récupérer l'information qui va se rajouter à la fin, et de toute façon la notion de numéro de ligne n'a pas d'importance. Parce que ce qui est important, c'est pas l'ordre, par exemple si je reprends celle-là, c'est pas l'ordre dans lequel vous avez inséré les valeurs, la première ligne n'a pas plus de valeur que la deuxième ou la troisième. Donc avec ça, vous pouvez remplir des données. Alors la bonne nouvelle, c'est que remplir des données, normalement, vous n'aurez pas à le faire, vous n'aurez même jamais à le faire d'ailleurs. Vous aurez déjà des tables qui sont déjà finies, dans lesquelles vous n'avez plus qu'à aller récupérer des infos. Alors du coup, on va remettre le poly. Ici. Donc voilà, alors après il y a tout un tas d'autres commandes pour la création des tables. Par exemple, il y a une commande mortelle qui est la commande delete qui vous permet de supprimer une table. Donc vous pourrez tester, hein. Donc vous verrez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans le logiciel, en gros, vous êtes vous avez tous les droits, donc vous pouvez tout faire. Et donc si vous tapez trop vite un delete, bah, vous allez supprimer, vous pouvez supprimer directement une table. Et ça c'est irréversible, une fois que vous avez supprimé quelque chose, c'est fini. D'accord? Donc vous partez du principe que dans les exercices que vous allez avoir à faire, dans les TP que vous allez avoir à faire, dans les épreuves de concours que vous aurez à passer, ça commence ici, en fait, ce que vous aurez à faire. Ce que j'ai mis avant, c'était juste pour vous montrer comment c'était construit. Et maintenant, on va essayer de décortiquer un petit peu plus les relations. Alors, il y a une notion qui est assez importante, c'est la notion de clé primaire. Donc la clé primaire, ça va être un attribut qui permet d'identifier de façon unique
un des éléments d'une table. Donc par exemple, je reprends l'exemple des homonymes. Comment vous allez distinguer deux homonymes en France? Vous allez les distinguer par leur numéro de sécurité sociale. Ils n'ont pas le même numéro de sécurité sociale. Et un numéro de sécurité sociale identifie de façon unique une personne. Vous ne pouvez pas avoir deux personnes qui ont le même numéro de sécurité sociale, c'est pas possible. Donc le numéro de sécurité sociale, ça sera une clé primaire pour la table personne vivant en France, par exemple. D'accord? On fait en sorte, en général, d'avoir un seul attribut comme clé primaire. Et on impose, quand on crée la table, que la clé primaire soit forcément non nulle. Il faut forcément qu'elle ait une valeur et que cette valeur soit unique. Donc là, par exemple, la table, la clé primaire, c'est ID, et je crée la table en utilisant ce mot-clé-là pour dire c'est vraiment celle-là la clé primaire. Et on va regarder ce qui se passe si on essaye de rajouter dans cette table-là quelque chose qui a le même ID. Donc on va retourner là. Hop. 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 Donc si on regarde la structure de la base de données, ici, donc la clé primaire, on va prendre la table emprunteur, on va prendre la première. La table auteur, la clé primaire c'est ID, c'est marqué ici, primary key ID. Donc la clé primaire de auteur, c'est ID. Donc je vais aller dans la table auteur, ici, puis je vais faire un nouvel enregistrement. Alors je vais rajouter un auteur, et je lui mets comme ID 4. Et là, il m'affiche directement un message d'erreur, en me disant que c'est pas possible. Donc ça vous permet de sécuriser la façon dont vous allez remplir vos tables, pour éviter de cracher des données. Là, vous voyez, j'ai pas craché Carlos Zafon. D'accord? Si je veux rajouter quelque chose, il m'impose de mettre 6 là. Alors si je peux mettre ça, là j'ai le droit. Donc là j'ai créé un auteur, qui est un auteur bizarre, et par défaut quand je passe au suivant il rajoute 1. Parce qu'en fait l'idée il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Mais là si je veux, celui-là je peux l'appeler 8. Comme ça. Donc ça c'est la notion de clé primaire. Alors les clés primaires c'est vous qui allez les définir, et si vous ne les définissez pas quand vous créez une table, le logiciel va vous en créer une tout seul. Donc on va voir, on va essayer. Donc par exemple, on va retourner là, je vais créer une table. Je vais rien mettre, je vais juste mettre un champ, alors je vais l'appeler AAA, la table, qui va contenir comme champ A, et comme champ B. C'est juste A. Voilà, 2 entiers. Je fais rien, je fais OK. Je vais dans ma table. Là, vous voyez qu'il n'a rien mis comme... tac. Il n'a rien mis au départ ici. Par contre, à côté, là, je vais refaire un nouvel enregistrement. 1, 2, hop. Vous voyez, il met un 1 et un 2. Donc là, le 1 et le 2, c'est il rajoute tout seul une clé primaire pour être capable de l'identifier. Mais moi, je ne l'ai pas rentré. Maintenant, je peux modifier la table. Donc vous voyez, dans la table, je vais forcer à ce que le A soit la clé primaire. Ouais, donc en fait, on va le rajouter tout seul. Alors là, il n'est pas content parce que du coup, il y avait déjà des trucs dans la table. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la table. Attendez, on va supprimer tout ça. On va repartir d'une table bien vide. Hop. Là, vous voyez, je lui ai dit, c'est ça la clé primaire. Alors là, il m'a juste dit primary key A. Et après, si vous rajoutez note nulle, vous imposez à ce que la valeur de la clé primaire soit autre chose que nulle. Ce qui est assez logique. C'est-à-dire la clé primaire, elle doit contenir quelque chose. Donc maintenant, si je reviens ici, hop, j'ai la même chose, sauf que la clé primaire, c'est A. On ne voit pas tout ce que vous faites. Vous voyez pas le truc, ça va peut-être trop vite quand... Alors je vais revenir en arrière, je suis peut-être allé un peu vite, il y avait peut-être un peu de latence. Donc là j'avais créé la table ici qui s'appelait AAAA, en tapant sur créer la table. Ça marche pas? On voit pas les bouts de ligne, ouais c'est normal. Mais c'est pas grave, ce qui est important c'est juste que vous voyez ce qu'il y a écrit en haut à gauche.
Les bouts de ligne, vous les voyez pas parce que c'est trop petit. Je vais essayer de les grandir un petit peu. Comme ça, c'est mieux. Là, c'est peut-être un peu plus grand. Ok. Parce que sinon, je vois pas vos messages, moi. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur la table, j'ai fait modifier la table. Ok. Est-ce que quand je fais modifier la table, vous voyez le petit pop-up qui sort? Ah non, vous voyez pas les fenêtres qui sortent? Ah ouais, c'est relou ça. Alors, on est d'accord. Ça, c'est pénible. Alors, on va voir si je fais comme ça. Tac. Ah, je vais pas le faire 40 fois parce que du coup, il faut... Donc ça, c'est ce que je vois arriver quand je clique sur modifier la table. D'accord? Donc du coup, vous voyez le nom des attributs A, B. Vous voyez que j'ai défini A et B comme des entiers et j'ai coché clé primaire sur A. Alors je vais le décocher et le recocher pour voir ce qui se passe. Là, il est décoché, là, il est recoché. Et vous voyez que la syntaxe qui est en bas, il m'a rajouté ici primary key. Hop, comme ça. Ok? Ça marche mieux là. Alors, je pourrais partager l'écran en totalité. Ouais, je vais voir si ça marche ça. Sauf que si je partage l'écran en totalité, je ne vais pas pouvoir jouer en même temps à Fortnite. C'est embêtant ça. Écran entier. Hop. C'est mieux ça? Ah ouais, c'est bien comme ça. Magnifique. Alors là, ça fait un joli truc parce que je suis en train de regarder ça. Alors attendez, on va essayer d'arrêter de faire planter le bidule là. Ça va comme ça? C'est marrant quand on fait partager l'écran entier. J'espère que... Attendez, là, c'est bon ou pas? Ok, moi je peux pas cliquer pour voir si c'est bon. Donc... ok, alors donc du coup, donc là vous voyez, je clique sur clé primaire. Hop, et du coup ça m'ajoute enfin, ça m'impose que ça c'est la clé primaire. Et du coup maintenant, si je veux rajouter dans ici des données un nouvel enregistrement, je suis obligé ici de mettre quelque chose. Comme ça, alors ça c'était censé être un entier. Et là je peux pas mettre par exemple, là je peux pas mettre 2. Allez hop, je mets 2, il n'est pas content. Donc ça vous permet de sécuriser la façon dont vous allez enregistrer, enfin, dont vous allez stocker vos données. D'accord? Ça, c'est la notion de clé primaire. Attendez, du coup, il faut que je décale un peu, parce que sinon, je vois pas ça. Ok, bon, ça va, j'ai rien raté d'important. Alors, par défaut, la clé primaire, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait quelque chose dedans, donc ça, c'est la contrainte note nulle. On peut mettre plusieurs attributs, mais bon, c'est un petit peu dommage. Donc, prenez l'habitude, quand vous devez identifier une clé primaire, de l'identifier avec un attribut unique. Alors, deuxième type de clé, donc la clé primaire, ça va vous permettre d'identifier dans une table, d'avoir unicité de l'information. Autre chose qui est assez importante, ça va être de mettre en relation les tables entre elles. Donc pour ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle des clés étrangères. Donc une clé étrangère, ça va être de façon simplifiée un attribut ou un ensemble d'attributs d'une table qui fait référence à une clé primaire d'une autre table. Donc si je reviens en arrière dans le poly, là, par exemple, là dans la table livre, les clés primaires c'est ID, et auteur, ce sont des clés étrangères qui font référence, alors c'est avant, qui font référence à la clé primaire de la table qui est ici. Donc la clé étrangère, c'est ce qui va me permettre de trouver le lien qu'il va y avoir avec la table qui est au-dessus. Ok? Ça, c'est la notion de clé étrangère. Donc ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Donc là, on a à peu près fini le vocabulaire. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer par interroger une base de données. Alors, l'interrogation, enfin, le questionnement que vous allez avoir quand vous allez poser une question à une base de données, ça va toujours commencer par
select. Donc c'est facile, une requête SQL, c'est select quelque chose, from quelque chose, where quelque chose, et puis éventuellement d'autres trucs derrière. Donc qu'est-ce que c'est select? C'est vraiment la base. On va pouvoir faire soit récupérer des colonnes d'une table. On va appeler ça la projection. Ou alors on va récupérer des lignes. On va appeler ça la sélection. Mais ça va se faire avec le même mot-clé de départ. Donc si je fais une projection, je sélectionne des colonnes. En fait, c'est comme si vous prenez un vecteur écrit en ligne et puis vous récupérez juste une composante. La sélection, c'est je récupère des occurrences, donc je récupère des lignes. Et puis vous allez pouvoir faire peut-être les deux en même temps. Si vous voulez récupérer juste une valeur, vous allez faire, donc j'ai un tableau, on va revenir un petit peu en arrière, par exemple, où est-ce que j'ai un joli tableau qui va bien? Bah, attendez, on va prendre celui-là. On va prendre un vrai tableau. Donc par exemple, imaginez que vous vouliez récupérer, alors celui-là il n'est pas joli, on va prendre celui-là, que vous voulez récupérer que le madame qui est ici. Vous allez devoir faire une projection sur la colonne qui correspond à prénom et une sélection sur la ligne qui correspond aux 3. Donc la projection, ça va se faire avec le nom d'un attribut. Et la sélection, ça va se faire en disant, par exemple, là je vais sélectionner que celle pour laquelle ID2 il vaut 3. C'est comme ça qu'on va faire techniquement. Et on va pouvoir récupérer juste cette information-là. Ça, c'est la projection, la sélection. Alors ensuite, le mot-clé from, il va vous dire où est-ce que vous allez faire ça. Parce que si vous faites select prénom from rien du tout, l'ordinateur il ne sait pas qu'il faut qu'il aille lire dans la table qui était la table des auteurs. Il peut confondre avec la table des écrivains, par exemple. Des emprunteurs, pardon. Il y a les emprunteurs, ils ont un prénom, les auteurs, ils ont aussi un prénom. Donc si vous ne précisez pas, l'ordinateur, il ne comprend pas. Donc le from, il va vous dire où est-ce que vous allez récupérer. Et where, ça va être une clause facultative qui va vous permettre d'ajouter des conditions. Donc par exemple, vous allez pouvoir récupérer la liste des auteurs qui ont écrit plus que 4 livres, par exemple. D'accord? C'est une condition un peu compliquée, mais ça va être la traduction d'une question. Si j'ai toute une base de données et que je vous demande sortez-moi la liste de tous les gens qui ont emprunté un livre, je vais taper une requête SQL qui me permet de faire ça. Alors, la base de ça s'appelle l'algèbre relationnelle. Donc, l'algèbre relationnelle, en fait, c'est un certain nombre de règles et de critères qui vont vous permettre de minimiser le nombre de calculs à faire pour obtenir le résultat qui correspond à votre question. Parce qu'il y a des bases de données qui peuvent devenir énormissimes. Donc, quand vous allez interroger une base de données, vous allez poser une question, il faut que la réponse arrive le plus rapidement possible. Un truc que vous faites relativement fréquemment, vous allez sur un moteur de recherche, vous posez une question, la réponse, vous avez l'impression qu'elle arrive quasiment instantanément. Donc pourtant, il s'est passé tout un tas de trucs entre le moment où vous avez posé la question et le moment où la réponse est arrivée. Et en particulier, vous avez interrogé des bases de données. Donc ça, c'est une théorie mathématique, la théorie de l'algèbre relationnelle, qui a été développée dans les années 70, que je vous présente rapidement. Le but, c'est pas qu'on fasse des maths, c'est juste que vous voyez qu'il y a un lien. C'est basé sur les notions d'opérateurs. Donc on va distinguer les opérateurs unaires des opérateurs binaires. Donc les opérateurs unaires, c'est les opérateurs les plus simples, projection, sélection. Vous allez, à partir d'une table, produire une nouvelle table. Le résultat d'une opération de projection ou de sélection, c'est lui-même une table. Donc c'est une sous-table de la première table. Et après, vous allez avoir les opérateurs binaires, qui sont ceux que vous avez déjà vus en maths. C'est l'union, l'intersection, la différence, le produit cartésien et la jointure. Donc ça, j'y reviendrai au fur et à mesure quand on en aura besoin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter
le cours base de données à partir de l'aspect pratique, comment je fais concrètement en SQL, et je vous ferai le lien avec l'algèbre relationnelle. Si vous allez suivre un cours de base de données fait par quelqu'un qui est un peu plus matheux, il vous le fera à l'envers. Il vous fera d'abord la notion d'algèbre relationnelle, puis il vous donnera sa traduction en SQL. Moi, je préfère faire dans l'autre sens pour que vous soyez plus rapidement opérationnel. Alors, du coup, pour faire court, alors c'est un petit peu bizarre, mais select, en fait, avec select, vous allez faire une projection. Avec from, vous allez faire le produit cartésien, et avec where, vous allez faire la sélection. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure. Alors ensuite, vous avez les restrictions. Donc les restrictions, c'est que vous allez rajouter des conditions. Donc là, je vous ai donné un exemple. Je veux récupérer que les emprunts qui s'appellent Louise Michel. D'accord? Donc pour ça, on va faire une sélection. Comment on va faire ça? Donc je suis dans la table des... je veux récupérer tous les empreintes de l'utilisateur Louise Michel. Donc l'utilisateur Louise Michel, je sais que c'est le numéro 1. Je sais que c'est le 1. Donc comment je vais faire en pratique pour faire ça? Hop, hop. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette syntaxe-là. Alors c'est assez simple, la syntaxe elle-même est assez simple à comprendre. C'est select étoile, ça veut dire select étoile, ça veut dire tu prends toutes les colonnes, tu prends tous les attributs. From emprunt c'est le nom de la table. Where qui égale 1, qui valide qui égale 1. C'est très simple, enfin normalement c'est assez intuitif à comprendre. Je prends tout dans la table emprunt tel que qui égale 1. D'accord? La traduction jolie de ce truc-là, ça se représente comme ça. Je fais la sélection, donc sigma c'est la représentation d'une sélection. J'écris ici la table sur laquelle j'opère la sélection et j'écris en dessous la condition qui m'intéresse, donc ici qui égale 1. Et la commande renvoie une table. Ouais, les commandes... Attends, il faut que je décale un peu sinon je ne vois pas vos questions. Les commandes que vous exécutez en SQL renvoient forcément une table. Alors on va le voir, on va essayer. Alors on va le faire par exemple sur... je sais pas, je veux récupérer que l'auteur Stephen King. Donc je vais faire select étoile, from auteur, where id égale 5. On va voir si ça marche. Alors je mets le mot-clé select en majuscule pour bien le distinguer. Le mot-clé from aussi en majuscule. La table c'était auteur. Where aussi en majuscule. id égale 5. Point virgule. Là j'ai fini de taper ma requête. J'exécute la requête et vous voyez que le résultat qui me sort, qui est affiché en dessous là, est lui-même une table. Donc c'est une table qui contient 5 King Stephen. D'accord? Si j'enlève, si je fais ça, select étoile from auteur, que j'exécute, eh ben, il a fait quoi? Il m'a juste reproduit la table de tous les auteurs. D'accord? Et après je peux, par exemple, si je veux récupérer tous ceux qui s'appellent Albert, je vais faire where prénom égale Albert. Et là, vous voyez qu'il me retourne, on voit comme ça qu'il retourne bien une table. Comment on fait pour avoir le même résultat sans avoir l'idée de l'auteur? Si vous n'avez pas une idée de l'idée de l'auteur, vous ne pouvez pas. D'accord? Là, c'est un peu biaisé. Et Alexis, étoile, c'est toutes les colonnes. Ouais, étoile, c'est tous les attributs. Donc là, si je veux faire une vraie sélection, je veux récupérer qu'une seule ligne. Vous voyez, si je fais comme ça, le résultat, c'est une seule ligne. D'accord? Si je fais, alors comme proposé par Hugo, non égal Einstein, j'ai une seule ligne aussi. Ok? Donc là, j'ai fait une bonne opération de sélection. Alors, situation suivante.
Hop, tac. La projection. Donc la projection, je vais récupérer une ou plusieurs colonnes. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va sélectionner la colonne. Donc on va faire ça, on va le faire direct, ça ira plus vite. Donc par exemple, si je veux récupérer que les noms des auteurs, je vais faire select nom from auteur. Hop. Et là, j'ai récupéré tous les noms des auteurs. J'ai fait la projection. Donc vous voyez, le retour, c'est une table. C'est une table qui ne contient que des noms. Si au lieu des noms, vous voulez les prénoms, je ne sais plus si c'est écrit comme ça, prénom. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, vous avez tous les prénoms. Vous voyez qu'il y a 2 fois Albert au partage. D'accord? Là, vous avez exécuté une projection. Traduction de ça, hop, on va se mettre là. Donc là, c'est la façon dont j'ai fait. Donc là, vous voyez, j'ai fait un exemple où je projette pour avoir 2 attributs. Donc j'ai 2 colonnes, les auteurs et les titres. Comment ça se représente? La projection, ça se représente en écrivant grand Pi pour projection, la table et les attributs qui vous intéressent. Donc ici, grand Pi de auteur, titre, dans la table, livre. C'est comme ça que ça se note. Et après, on peut faire les deux en même temps. Alors, les deux en même temps en SQL, c'est facile, c'est vous sélectionnez un attribut d'une table en donnant une condition. Donc ça va me permettre par exemple de récupérer qu'un seul des éléments de la table. Donc on va se remettre là. Donc par exemple, c'est où? Tac. Mettons que je veux récupérer Camus. Donc si je veux récupérer juste Camus, je vais faire c'est id égale 3. Donc je vais faire select nom from auteur where id égale 3. Hop, Camus. J'ai fait à la fois une projection et une sélection. J'ai fait les deux en même temps. D'accord? Comment ça se note? En fait, ce que vous êtes en train de faire, alors vous pouvez le faire dans les deux sens, soit vous faites d'abord la projection, soit la sélection, soit d'abord la sélection, soit la projection. Donc vous pouvez écrire comme ça, ce que j'ai écrit ici. Là. Donc je projette quoi? Je projette là je projette, l'exemple que je vous ai fait, j'ai projeté le nom, et je ne l'ai projeté pas sur la table des auteurs, je l'ai projeté sur le résultat de la sélection. Donc la sélection, c'était id égale 4 de la table auteur. Ça, c'est une parenthèse. De la table auteur. Hop, hop. Ça, c'est déjà une table. Donc je peux faire la projection d'une table. Mais après, c'est symétrique. Je peux l'écrire comme ça aussi. Je peux écrire sigma de id égale 4. De quoi? Ça, c'est un 4. De quoi? De la projection sur nom de la table auteur. Hop. Donc c'est soit pi fois sigma, soit sigma suivi de pi. C'est un petit peu comme en maths quand vous faites des fonctions composées. Ok? Alors attention, au point de vue de vocabulaire, le mot-clé select, il ne fait pas une sélection, il fait une projection. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ce qui fait la sélection, c'est le mot-clé where. Voilà, donc ça, c'est les deux requêtes de base qui vont vous permettre de récupérer des informations de base. Alors après, on va très vite être amené à poser des questions qui croisent des informations sur des différentes tables. Ou alors, vous voulez avoir plusieurs résultats en même temps. Alors, on va reprendre donc livre 2. Alors, attendez, je vais vérifier que je l'ai. Elle est où? Non, je crois qu'elle est là-dedans. En fait, non, c'est bon. Tac. Donc là, vous avez une liste, un ensemble de livres. Alors, je vais directement vous le faire à partir du texte, ça sera plus facile. Donc, première chose que vous pouvez faire l'union. Donc, qu'est-ce que c'est l'union? C'est vous allez récupérer
Donc vous allez faire l'union de deux tables, c'est facile. Donc vous allez faire une première requête qui vous retourne par exemple tous les livres de sciences, une autre requête qui vous retourne tous les livres de théâtre, et vous allez faire une troisième requête qui retourne l'union des deux, donc à la fois les livres de sciences et à la fois les livres de théâtre. Donc là, c'est ce que j'ai fait comme exemple. Le retour, ça doit être tous les livres de sciences, tous les livres de théâtre. Ça peut se faire de deux façons différentes. Première façon, que je fais ici, qui est la façon qui correspond à la vraie union faite de façon grossière, on va dire. Je fais une première requête. Je sais que le résultat de cette requête sera une table qui contiendra tous les livres du genre théâtre. En dessous, je fais la même requête avec comme résultat le genre science. Et je fais quoi? Je fais l'union des deux. Et je termine par mon point Y. D'accord? Première façon de faire. Alors c'est un peu lourd comme écriture, donc du coup, en SQL, on peut le faire avec une seule ligne qui est plus simple. Je fais, donc select étoile, parce que je récupère tous les attributs, de la table livre, where genre égale théâtre, or genre égale science. D'accord? Et là, je vais récupérer comme ça l'union. Donc l'union en termes d'opérateur ensembliste, c'est la somme des deux. Ça, normalement, vous maîtrisez. L'intersection, c'est quoi? C'est vous avez un ensemble, un deuxième ensemble, et puis vous récupérez ça. Je ne dis pas de bêtises. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc là, vous avez un autre exemple. Donc vous voulez récupérer les livres qui sont gros et qui sont aussi des romans. Donc les gros livres romans. Donc vous allez faire soit comme avec l'union, une première requête qui vous retourne les livres gros, c'est celle-là. Une deuxième requête qui vous retourne les livres de romans, et puis vous allez les relier ensemble par le mot-clé intersect. Vous remarquez qu'à la fin de cette requête-là, ici, il n'y a pas le point-virgule, parce que je ne suis pas en fin de ligne. Donc il n'y a pas le point-virgule, c'est la première requête, intersect, la deuxième requête, le point-virgule, il est ici. Ou alors je le fais en une seule ligne, je récupère tous les attributs de la table livre, where taille égale gros, and genre égale roman. Alors je peux le mettre à la ligne, en fait, tant qu'il n'y a pas le point-virgule, la requête n'est pas finie. Donc ça me permet de faire une écriture qui est une écriture un peu plus aérée, en fait. Et l'ordinateur, il continue de lire tant qu'il n'a pas reçu le mot, enfin, tant qu'il n'a pas vu le caractère point-virgule. Ok? Ça, c'est l'intersection. Alors après, on peut faire la différence. Ça va changer quoi sur l'allure des tables, là? Ça va vous retourner une table qui va vous permettre d'obtenir... alors, pardon, on va aller chercher la table livre 2 qui doit être à la fin du poly. Voilà, ici. Donc ça, c'était la table livre 2. Si je récupère les gros livres qui sont des romans, en gros, j'élimine quoi? J'élimine les... Donc j'élimine par exemple ça. J'élimine ça. J'élimine ça. Là, j'ai éliminé tous les livres qui ne sont pas des romans. Puis si je veux récupérer les gros, je vais éliminer ça. Ça, ça, ça et ça. Et à la fin, il me reste quoi? Il me reste lui et il me reste lui. Donc ça va me retourner une table qui contient ce livre-là et ce livre-là, qui sont deux gros romans. D'accord? Donc là, par exemple, je reprends l'exemple de la bibliothèque. Vous avez un très gros lecteur qui arrive. Il va voir le bibliothécaire et il me dit je voudrais que vous me sortiez un gros livre qui va me prendre plein de temps à lire. Pas de problème, petite requête SQL qui va bien. Et je lui sors une liste de 2 livres. Alors je ne sais pas s'ils sont bien, en l'occurrence ils sont sans doute très bien. Oui, ils sont très bien. Mais ce sont deux pavés, quoi. Et il faut que les deux conditions soient validées en même temps. Exactement. Ok? Alors du coup, si je reviens... Hop, j'étais déjà là. Hop. Donc ça, c'est l'intersection. La différence. Donc la différence, c'est encore une autre interrogation que vous allez être amené à faire. Là, cette fois-ci, je veux tous les livres petits, mais je ne veux pas lire des livres de sciences, parce que ça ne m'intéresse pas les livres de sciences. Donc là, ça va être avec le mot-clé except. Et c'est encore la même structure. Cette requête-là me retourne tous les livres petits. Cette requête-là me retourne tous les livres de sciences.
Et cette fois-ci, je vais garder que ceux qui sont petits, mais qui ne sont pas des livres de sciences. Donc je vais enlever le contenu de cette table-là. Ce qui se fait encore une fois là, avec le mot-clé comme ça, ou alors ce qui peut se faire d'un coup avec le mot-clé ici, EndNote. D'accord ? Avec ça, vous avez les bases pour obtenir une information à partir des attributs directement. Donc tous les gens dont le prénom s'appelle machin, tous les livres qui sont de tel type, etc., etc. Par contre, vous ne pouvez pas répondre à la question « Ok, retourne-moi tous les livres qui font plus que 1000 pages ». Ça, c'est une requête qui est un peu plus élaborée. Donc c'est ce qu'on va faire après quand on va approfondir un petit peu les choses. Alors, pour approfondir un peu les choses, on va être amené à faire plusieurs situations. Il y a des situations où on va être amené à croiser. Ah oui, Romain, on peut faire des excepts, on peut en faire plusieurs. Alors c'est plus simple de le faire avec EndNote, mais effectivement, là je peux mettre select machin, where taille égale petit, except machin, except bidule, je peux le faire plein de fois. Je peux le faire plein de fois d'affilée. D'accord ? Tout comme je peux le faire avec end, je peux faire les petits livres de sciences écrits par machin. Ok ? Donc c'est pas limité à juste deux conditions. Alors du coup, dans les approfondissements, on va faire deux types d'approfondissements. Premier approfondissement, il y a des situations où on va devoir utiliser des informations qui sont sur deux tables différentes. Et deuxième approfondissement, on va être amené à poser des questions qui vont faire quelques petits calculs, des calculs de base. Donc par exemple, trouvez-moi les livres qui font plus que 1000 pages. Donc ça va être des requêtes un peu plus élaborées. Donc on va commencer par un problème simple. Alors on va revenir ici. Hop. Donc vous voyez que dans la base de données, vous aviez des auteurs qui avaient des noms et des livres écrits par ces auteurs qui avaient des titres, mais qui ne faisaient plus référence au nom, qui faisaient référence uniquement à l'identifiant. Moi, je voudrais bien construire une table qui me dit Cro-Blanc, au lieu d'avoir été écrit par ID égale 2, il a été écrit par Jack London. J'aimerais bien avoir ça comme information. L'auteur c'était 1. Cro-Blanc qui a été écrit par 1. J'aimerais bien savoir que 1, c'était pas n'importe qui, 1 c'était Jack London. D'accord ? Ça, c'est l'objectif de croiser des informations qui sont dans deux tables différentes. La base de ça, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien. Alors le produit cartésien, c'est un truc assez mortel. C'est vous prenez une table et vous rajoutez toutes les combinaisons possibles de l'autre table. Donc là, je vous ai fait le produit cartésien de la table emprunteur et de la table emprunt. Alors on va les remontrer, les tables emprunteur et emprunt, elles étaient à la fin. Donc vous voyez que la table emprunteur, elle contient Louise Michel, née en 85. Elle contient Jean Valjean, né en 85. Elle contient Madame de Butterfly, née en 75. Et Intelligent, né en 1930. Elle a 4 occurrences. D'accord ? La table emprunt, elle a 3 occurrences. Ben, le produit cartésien de la table emprunteur par la table emprunt, qui est ici, je vais passer trop vite là, il a 12 occurrences. C'est quoi ces 12 occurrences ? Je prends Louise Michel, donc ça là, ici, c'est les 3 infos qu'il y avait dans la table emprunteur. Et ici, je crée 3 occurrences avec les 3 possibilités de la table emprunt. Donc le nombre d'occurrences d'un produit cartésien de 2 tables, c'est le produit du nombre d'occurrences de chaque table. Donc là, ça me fait 12 occurrences. D'accord ? Alors ça ne sert pas à grand chose, mais ça va être le préalable pour pouvoir construire la table qui va me permettre d'associer, de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure. D'accord ? Alors après il y a la division cartésienne, mais ça vous laissez de côté, c'est juste un petit détail. Alors avec SQL, vous pouvez faire le produit cartésien de ce que vous voulez, même si vos tables n'ont aucun rapport. Parce que en fait, le produit cartésien, c'est juste bêtement, je construis un tableau très très grand. Donc ça, c'est assez important à comprendre, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir poser des questions qui sont peut-être stupides.
Donc, un exemple de question stupide, ça serait de regrouper le fait que... Alors, on va remettre la table. Hop. À la fin. Tac. Ça serait de relier, par exemple, ce truc-là, qui est l'identifiant de l'emprunteur, avec ce truc-là, qui est le genre. SQL sera capable de le faire. Donc vous allez pouvoir lui poser des questions, et si vous lui posez mal les questions, il va vous répondre. Il ne va pas vous dire que la question n'avait pas de sens. Donc c'est à vous de bien réfléchir à l'avance à la question que vous lui posez. Alors on revient en arrière, Hop. Blablabla, je fais truc. Alors nous, on va se servir du produit cartésien pour faire ce qu'on appelle des jointures symétriques. Alors qu'est-ce que c'est une jointure symétrique? C'est, vous faites le produit cartésien, et sur ce produit cartésien, vous n'allez garder que certaines occurrences qui vous intéressent et que certains attributs qui vous intéressent. Exemple, là dans le produit cartésien des emprunteurs par les emprunts, il y a beaucoup d'informations qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas d'intérêt. Les seules informations qui ont du sens, c'est celles pour lesquelles ID2 évoque qui. Et ID2, c'était l'identifiant de l'emprunteur. Donc vous voyez, dans la table emprunt, le qui, c'était qui a emprunté quelque chose. Le fait que l'identifiant 1 soit connecté ici à qui égale 2, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens. Par contre, ici, la deuxième occurrence, l'identifiant 1, il y a un sens de le connecter à cette valeur-là. Parce que qui égale 1, ça fait référence justement à ID2. Donc on va aller prendre le produit cartésien complet et on va barrer, on va éliminer toutes les lignes pour lesquelles il n'y a pas de sens. Donc cette ligne-là n'a pas de sens, je vais essayer de l'enlever. La ligne d'après, je vais la garder, cette ligne-là, elle n'a pas de sens, je vais l'enlever. Là, 2, c'est bon, ces deux lignes-là, elles n'ont pas de sens. Là, il n'y a aucune ligne qui a un sens. Et là, il n'y a que la dernière ligne qui a un sens. Et ça va me donner une table qui est un peu réduite, qui est la table qui est écrite ici, dans laquelle les trois attributs de ID2, les trois occurrences associées à l'attribut IT2 sont les mêmes que celles associées à qui. D'accord? En fait, ça n'a pas de, là, le qui, alors, je vais remettre le tableau ici à la fin, ça verra peut-être mieux. Tac. Donc vous voyez dans la table emprunt, le qui, c'est qui est-ce qui est en train d'emprunter. Donc si vous lisez la table emprunt et que vous voyez qui égale 4, vous voulez le connecter à la table emprunteur avec lui. D'accord? Sauf que quand vous faites le produit cartésien, vous créez une table qui est beaucoup plus grande. Quand vous faites le produit cartésien de emprunteur par emprunt, vous arrivez bien à créer une ligne, une occurrence qui va contenir ce 4 et ce 4 là, mais vous allez aussi avoir une occurrence qui va contenir ce 4 et le 2 qui est là, et ce 4 et le 1 qui est là. Voilà, donc les seuls qui ont du sens, c'est qui égale ID2. D'accord? Sauf que le produit cartésien lui-même, pour le moment, il ne contient pas cette information-là, il contient une table géante. Donc pour connecter ces deux tables ensemble, vous faites d'abord le produit cartésien, et ensuite, on va faire des sélections sur ce produit cartésien. Donc ça se représente comme ça. Alors je reviens en arrière. Hop. Tac, tac, tac. Ici. Donc vous voyez, c'est ce qui est représenté ici. Là, je fais le produit cartésien des deux tables. Donc emprunteur fois emprunt, c'est la grande table. Et je vais faire une sélection sur ce produit cartésien en sélectionnant le fait que je veux que l'attribut ID2 soit égal à qui. C'est comme ça que ça va se faire. Non, ça ne va pas se faire avec un intersect, on va le faire avec un mot-clé spécial. D'accord? Alors, comment on va faire ça? Donc ça s'appelle une jointure. Alors, ça s'appelle même une jointure symétrique. Donc, une jointure symétrique, c'est quand vous avez autant d'informations dans la première table que dans la deuxième. On va utiliser le mot-clé qui s'appelle le mot-clé join on pour faire ça. Alors, on peut le faire de deux façons. D'accord? Alors,
Donc je vais essayer de vous focaliser sur cette syntaxe-là qui est la meilleure, qui est la vraie syntaxe de la jointure. Donc comment ça marche? Alors là, je vais faire select étoile, c'est-à-dire je vais récupérer tous les attributs. Depuis quelle table je fais ça? Je vais le faire depuis emprunteur, join emprunt. Donc je vais recoller les deux tables, emprunteur et emprunt ensemble. D'accord? Et je vais dire on id2 égale qui. Le mot-clé on, c'est le mot-clé qui va vous permettre de relier ça à ça. D'accord? Alors on va tester ça, on va voir si ça marche. Tac. Donc on fait select étoile. Je vais arriver. From emprunteur. J'ai pas compris. Join. C'était quoi? C'était emprunt? Je ne me rappelle plus. Join emprunt. On id2 égale qui. Tac, tac. Si je ne me suis pas craché. Voilà, ça vous retourne tout ça. Donc, vous voyez que la table qui est retournée, c'est une table qui est un peu trop grande. D'accord? Parce qu'elle contient des infos en trop. Mais si vous regardez id2 et qui, à chaque fois, ils ont la même valeur. 2, 2, 3, 1, 4, etc. C'est tout le temps les mêmes valeurs. Et donc là, vous voyez que Jean Valjean, il a emprunté le livre 4 à cette date-là, il l'a rendu à cette date-là. Vous ne savez pas encore ce que c'est que le livre 4, mais vous avez réussi à joindre les informations qui étaient dans les deux tables, emprunteur et emprunt. D'accord? Là, j'ai fait select étoile from emprunteur join emprunt. Donc si je fais ça, j'ai juste fait le produit cartésien. Et donc vous voyez que id2, il peut prendre les valeurs 1. Et là, pour le coup, il n'y a plus de lien avec qui. Donc ça, c'est le produit cartésien complet, qui contient 24 enregistrements. D'accord? Ça, c'est le produit cartésien de départ. Donc si je précise on id2 égale qui, là, j'ai quelque chose de plus joli. Là, il n'y a plus que 6 enregistrements. Si on avait fait from emprunt join emprunteur, oui, ça marche pareil. On peut vérifier. Comme ça. Hop. Non, j'ai fait une faute de frappe, pardon. J'ai mis un S en trop. Tac, tac. Vous voyez, ça ressemble. Alors, ça ressemble peut-être pas tout à fait la même chose, parce que vous voyez que ça a mis d'abord les attributs de la table emprunt, puis les attributs de la table emprunteur. Le résultat, c'est le même, mais l'ordre des attributs n'est pas le même. Ok? Alors, attends, je vais revenir au poly, parce que du coup, je ne sais plus ce que je racontais. Voilà. Alors, petite remarque. Un truc qui est assez important, c'est qu'assez souvent, les attributs ils peuvent avoir le même nom. Donc, par exemple, on va vérifier ça dans notre table ici. Vous voyez, dans auteur, il y a un attribut qui s'appelle id. Dans emprunteur, je l'ai appelé id2 parce que j'étais malin. Là, id3, là, j'ai fait attention. Voilà, livre. Vous voyez que auteur, il y a un attribut qui s'appelle id. Il y a aussi un attribut qui s'appelle id. Donc, mettons que je fasse une jointure entre les livres et les auteurs. Alors, on va faire ça. Donc, c'est auteur avec un S et livre avec un S. Auteur, join, livre. Donc, je fais le produit cartésien de base. Pour le moment, là, je construis juste la grande table. D'accord? Et là, le problème, c'est que vous voyez qu'il y a id ici et id ici. Donc, comment je vais faire pour distinguer le id qui est de la table auteur du id qui est de la table livre? Ben, je vais utiliser une syntaxe qui est la suivante. Alors, je vais faire un truc qui n'a peut-être pas trop de sens. Alors, donc, on va faire la jointure symétrique entre l'identifiant ici Jack London. Donc c'est celui-là qui est pertinent, et celui-là. Donc l'identifiant, c'était la clé primaire de la table auteur, et auteur, c'est la clé étrangère de la table livre, qui fait référence à la table auteur. Donc là, je vais faire... Alors je peux essayer de faire ça. On va voir ce qui se passe quand je fais ça. Là, il n'est pas super content. Alors pourquoi il n'est pas super content? Parce que comme id il est 2 fois présent,
et ben, du coup il n'y arrive pas bien. Donc on va lui préciser que le premier ID, il était dans la table des auteurs. On va faire ça comme ça. Alors j'ai fait exprès de ne pas faire ID4, parce que en fait, quand vous construisez les tables, ce que vous faites assez souvent, c'est que l'identifiant, vous l'appelez tout le temps pareil, quoi. Donc là, vous voyez, au lieu d'écrire, au début j'avais écrit ID comme ça. Quand j'exécute, il n'y arrive pas. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce que ID il est présent 2 fois, donc ça fait une ambiguïté. Donc pour bien lui préciser que le ID qui est ici, il correspond à la table auteur, je précise auteur.id. Comme ça. Tac. Et là, il arrive bien à exécuter, à savoir Albert Einstein a écrit La relativité, Jack London Cro-Blanc, Carlos Ruiz Zafón a écrit L'onde du vent, Stephen King ça, Albert Camus L'étranger, la peste, et Einstein il a aussi écrit La physique pour les nuls. D'accord? Alors c'est pas la peine de le faire pour l'autre table, donc, mais je pourrais écrire livre.auteur. Comme ça. Ça va me retourner la même chose. Donc ça va vous permettre de spécifier l'identifiant et de l'associer à une table. Ça va être pratique quand il y aura plusieurs tables qui contiennent les mêmes attributs. Ok? Donc c'est ce que j'ai expliqué ici. Là. Alors la notation ensembliste de la jointure symétrique. Alors il y a 2 façons de la noter. Il y a la façon qui est celle que j'avais présentée au départ. Donc qui est de dire je fais le produit cartésien puis je fais une sélection sur le produit cartésien. Donc c'est cette notation là. Avec E qui est la condition que vous voulez valider. L'autre notation, c'est la notation comme ça. Donc ça, c'est la jointure symétrique entre les 2 relations R1 et R2. Et la condition, vous la mettez en dessous. D'accord? Donc ça, c'est la notation ensembliste. Les notations ensembliste, alors je vous les présente parce qu'il faut les avoir vues une fois. L'informatique est enseignée en prépa depuis 2013, on est en 2020, donc ça fait 7 ans. Il y a eu une fois, dans un sujet, la première année de la réforme, une question avec une notation ensembliste sur le concours Minpon. C'est arrivé une fois depuis que les concours avec l'informatique pour tous existent. D'accord? Donc je vous le présente quand même, mais il ne faut pas trop vous alarmer là-dessus, c'est plus un complément. Donc ça, c'est le principe de la jointure symétrique. Alors je regarde juste où je m'arrête parce que c'est pas la peine d'aller trop loin. Ouais, je fais juste ça là, les commandes utiles, puis après je m'arrête. Et l'approfondissement on le fera la prochaine fois. Parce que là ça fait déjà assez longtemps qu'on a commencé. Alors il y a des petites commandes. Donc le but c'est pas que vous deveniez expert en SQL, mais c'est que vous arriviez à faire des trucs simples. Alors une commande assez pratique, c'est le renommage. Donc vous voyez là, si je fais la jointure symétrique complète, je suis obligé d'écrire emprunteur.id2 égale emprunt machin. Donc là c'est assez lourd à écrire. Donc je vais renommer chacune des tables avec un truc un peu plus rapide. Donc on va le faire ça. Donc auteur, au lieu de l'appeler auteur, je vais l'appeler A. Et livre, au lieu de l'appeler livre, je vais l'appeler L. Et du coup, hop, je fais comme ça. Donc ma table, elle s'appelle A, livre, il s'appelle L. Et là, si je ne fais pas de bêtises, ça devrait marcher. Ça, c'est juste pour vous alléger un petit peu les notations. Après, je peux l'appeler comme je veux. Hein. Je peux l'appeler champignon. Comme ça. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais bon, peu importe. Donc là, j'ai renommé la table auteur champignon. D'accord? C'est le renommage, ça. Après, vous avez des petites commandes qui vous permettent de trier un petit peu la façon dont ça va s'afficher. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, l'affichage, vous ne pouvez pas prévoir comment il va le faire. Donc ça, c'est la commande order by qui va vous permettre de trier, par exemple, alors là, je peux trier par nom croissant. Donc on va le faire ici. Donc là, vous voyez, ils sont triés dans le désordre. Je vais rajouter. Donc, Albert Einstein, il était dans la table champignon. C'est pas très pratique champignon quand même. Et je vais le trier en ascendant. J'ai fait quoi là? Ah oui, pardon. Hop, tac.
voyez qu'il m'a trié les noms dans l'ordre alphabétique, Camus, Einstein, King, London, Zappos. Je peux le faire en ordre descendant si je veux. Hop, comme ça. Là, il l'a fait dans l'autre sens. Ok. Donc ça, c'est le mot-clé order by. Après, on peut aussi juste vouloir récupérer quelques lignes. Donc là, ça va être le mot-clé limite qu'on va rajouter après order by. D'accord? Voilà, ça c'est juste des petits compléments. Alors du coup, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Le dernier paragraphe, je le ferai la prochaine fois. Et je vais juste vous montrer quelque chose qui va vous intéresser. C'est une petite feuille d'exercice que vous allez pouvoir commencer à tester. Alors, je la récupère là. Hop. Donc que j'ai mis sur le drive aussi normalement. Tac. Sur le drive, vous devez avoir un dossier dans lequel il y a des bases de données, bibliothèque, périodique et movies, et vous pouvez les récupérer, vous les télécharger chez vous. L'exercice 1, c'est un exercice qui est un exercice, c'est juste un exercice qui ne nécessite pas de manipuler de données, c'est juste un petit entraînement. Et après, vous pouvez, d'ailleurs, c'est pas vous pouvez, c'est vous allez commencer par faire celui-là. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, vous pouvez faire quasiment toutes les requêtes. D'accord? Donc vous pouvez commencer à essayer celui-là. Le 3, vous pouvez pas encore le faire. Le 4, vous pouvez commencer à le faire aussi. Vous pouvez commencer à faire l'exercice 2 et l'exercice 4. D'accord? Donc vous regardez ça. Ah mince, attendez, il faut que j'arrête le partage là. C'est débile ce truc en fait. Hop. Je disais. Donc regardez. Donc le plus simple pour vous, c'est vous installez SQLite sur votre machine et vous essayez. D'accord? J'ai dû vous mettre aussi tac. Non, c'est pas ça, pardon. Alors attendez, je remets le cours. Je sais plus où je l'ai mis, il y a un site qui est pas mal. Ça devait être au début. Ou je sais plus si je vous l'avais peut-être mis dans le mail. Attends, je reviens en arrière. Tout au début. Ah non, je ne l'ai pas mis. Alors, je vérifierai dans le mail. Il y a des sites. Je crois que vous avez mis dans le mail. Il y a des sites assez pratiques pour s'entraîner. Je vous remettrai ça dans le mail. Alors Timothée, c'est mieux entre les deux. Alors je vous conseille SQLite parce que c'est celui qui est plus utilisé au concours. D'accord. Après, la différence, c'est essentiellement que vous allez peut-être avoir d'autres requêtes possibles, d'autres mots-clés possibles. Et Romain qui ne retrouve pas le mail, je vous le renverrai. Je vais le noter. Et je vous le renverrai. Ok.